Bonjour les mondes qui nous regardons à la télévision, c'est comme Torjou, comme toujours une émission sur le patrimoine, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Comme au va B, eh ben, ici on va comme on l'aime, donc on va B. Et aujourd'hui, cette journée-là, nous allons parler de gibier, de conservation, de biodiversité, de régulation d'espèces, des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Avec un chasseur, il est président de l'association des déterreurs et piégeurs de la Vendée, c'est Jérôme Rabillard, un beau prénom, c'est notre invité. Être ou ne pas être chasseur, avec ou sans son chien, sachant chasser. Oh là 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 là, la chasse, hein. Pas facile, sujet épineux d'ailleurs. Car sachez, et j'aimerais que ça sache, que nous n'avons rien contre la chasse. Alors, pour ne pas prendre position trop tranchée, eh bien cette présentation, mesdames et messieurs, va être partagée en deux parties. L'une consacrée aux chasseurs et puis l'autre aux animaux. On laisse ainsi le soin aux chers téléspectateurs bien calés dans leur canapé de relier ces deux parties, thèse, antithèse, au pied de leur charentaise. Je m'égare. Ainsi donc, d'un côté, le chasseur, son pédigré, pied de grue, aigle doux, serein, chasseur à la fauvette qui, dès l'aube de l'automne à la fin de l'hiver, voyage au petit bonheur, la chasse. Chemin faisant, prend le hasard au collet, enfile sa carapace en treillis de camouflage, peau de bête sur le dos, col vert, paire de linottes. Mais attention, l'habit ne fait pas le moineau. Et justement, tiens, de l'autre côté, les moineaux, tous ces piafs alignés en ordre de bataille sur les fils téléphoniques, eh bien, ça fait au ciel serein, il est 4 heures du matin, c'est le silence, une mésange passe, quand tout à coup, l'outarde leur monte au nez, pan et repent, c'est parti, les grands hérons de la résistance entrent sans sonner. Ils sont venus en échassier, en ému. L'assaut est lancé, toute grive dehors, fort du proverbe, une de perdrie, 10 de retrouvée. Ils tirent hibou portant, ils en ont gros sur la pintade, roulent à corbeau ouvert, jouent du martinet, jettent pierre, découpent en petites hirondelles au martin piqueur, les chouettes effraient, les canards canardent, l'aviation de pigeons mitraille. Bref, le bilan est lourd en fin de journée. Ils ramassent les carcasses de bécasses, les débris de colibris, les cormorans mourants. C'était jour de chasse, chasse ouverte sur la terre comme au ciel. Allez, trèfle de plaisanterie en dehors de ces jeux de mots pitoyables et recyclés. Qui sont les chasseurs? Ennemis des animaux ou amis de la biodiversité et de la gestion de la nature? Qu'est-ce que l'ADDP 85, Association départementale des déterreurs et piégeurs de Vendée? Quelle est son histoire, ses missions, ses actions? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité de cette association synégétique. Eh bien, Jérôme Rabillard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était avec plaisir. Alors, avant de commencer à parler de l'association et puis de ses missions, permettez-moi de vous présenter, deux chasseurs qui tuent le temps à l'arme blanche, couteau et fourchette, le chien de fusil et le canon de rouge. Ils sont plutôt du genre à tirer au flanc, vanille, chocolat, ces deux-là. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour, et on tire la chasse d'eau régulièrement. Bonjour Jérôme. Je voyais que vous prépariez quelque chose. Ça va-t-il bien? Très bien, ouais, très bien, bon. super. La chasse vous a inspiré? Ah bah oui. Oui. Par exemple, Jean-Pierre Bertrand d'Arexpo. C'est un sujet où j'ai basculé entre une époque où j'étais pas en phase avec ce monde-là et puis un moment où j'ai carrément baigné et même travaillé avec la Fédération des chasseurs et j'ai rencontré un paquet de gens super, plus raisonnables que ceux pour lesquels je pensais. Ah oui. C'est pour ça qu'on a fait cette présentation en deux parties. Et Jean-Pierre Pouvreau, vous êtes chasseur, vous? Oui. Ah, oui, mais il me semblait. Je suis un nouveau chasseur. J'ai travaillé tellement longtemps. Vous n'aviez pas le temps. Voilà, j'avais pas le temps. Mais mon grand-père m'a appris à chasser, le grand-père Pouvreau. Il m'a appris à chasser. À l'époque, c'était le lapin. Et j'ai eu tous les bons conseils, tout ce qu'il fallait pour pouvoir appréhender la chasse en toute sécurité, avec beaucoup de bonheur. Braconnier? Non. Non. Ah non. Non, pas du tout en plus. Non, j'ai trop de respect pour l'équilibre de la nature pour braconner. Ah non, j'aime pas les braconniers. Ben voilà une belle transition pour passer la parole à Jérôme Rabillard. Alors, vous êtes président de l'ADDP
de la Vendée. Donc c'est des déterreurs et piégeurs de Vendée, c'est une association. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots de son histoire et puis très vite nous dire c'est quoi un piégeur, c'est quoi un déterreur, est-ce que c'est les mêmes, est-ce que ce sont des missions différentes? Voilà, je vous donne mes questions en vrac. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Donc l'association des déterreurs et piégeurs de la Vendée a été créée en 1995 sous la houlette de la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée. C'est Gabi Bounino à l'époque qui a décidé avec le conseil d'administration bien sûr, de créer une association qui rassemblait les acteurs de terrain pour la régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. À une époque, on parlait de nuisibles. C'est un mot qu'on ne parle plus. On ne dit plus ce mot. C'est espèce ésode, donc espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc voilà. Donc de là est partie cette association. On s'est tous rassemblés au lycée Nature là-bas et pour essayer de trouver une vingtaine de personnes capables de monter cette association. Et à l'origine, le premier président était mon cousin, donc Pierre-Luc Rabillard, qui a pris la présidence pendant 3 ans pour lancer cette association dans laquelle on a souhaité mettre les piégeurs et les déterreurs. Pourquoi ? Parce qu'on travaille tous pour la même chose, c'est réguler les espèces qui peuvent créer des petits soucis. Des dégâts. Alors, vous dites petits soucis, parce que c'est des petits dégâts ? Il y a des petits et des gros. D'accord. Ça dépend de quelle espèce on parle. Alors, voilà, et ça dépend où les espèces font des dégâts. Voilà. Donc, de temps en temps, c'est dans les poulaillers, chez des particuliers qui aujourd'hui ont des poules. Donc, voilà, c'est des dégâts sur 2-3 poules. Donc là, on intervient, on est appelé, on intervient par un piégeur agréé. Donc, on reviendra sur les piégeurs agréés. Voilà. Les gros dégâts, c'est quand c'est au niveau agricole, quand ça rentre dans un champ, non, mais dans un grand poulailler. Ah oui, aussi, oui. Voilà, les canards en élevage en liberté qui viennent faire des dégâts. Voilà, donc ça, on peut parler de gros dégâts. De gros dégâts. Voilà, petit dégât, c'est la personne qui a 3 poules et que ces 3 poules sont parties. Mais c'est quand même un dégât qu'il faut déclarer. Voilà, donc on intervient. Et après, il y a les déterreurs, où là, on aura 2 phases. C'est le déterrage hors période de chasse. D'accord. Et la vénerie sous terre pendant la période de chasse. Voilà. Okay. Il y a tout ça est bien réglementé. Tout est réglementé. On n'a pas le droit de faire ce que l'on veut quand on veut. Voilà. Et dans le déterrage, il y a des espèces qui sont classées ésode et des espèces qui peuvent nous créer. Une espèce qui peut nous créer de temps en temps des dégâts sur lesquels on intervient, c'est le blaireau. Mais ça, c'est une espèce gibier. D'accord. Voilà. Et donc il y a des catégories. Il y a des catégories, on ne peut pas tout mélanger et on ne peut pas faire ce que l'on veut quand on veut. D'accord. Voilà, c'est très réglementé. Et nos voisins des Deux-Sèvres ou de Loire-Atlantique, c'est pareil. C'est national. Ils ont les mêmes catégories, les mêmes animaux. Non. Non, voilà. Donc pour mettre des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, il y a un dossier à monter. Tous les 3 ans, ce dossier est revu. On vient de le revoir là cette année. Il y a 12 espèces qui peuvent être classées susceptibles d'occasionner des dégâts de la catégorie 2, parce qu'il y a 3 catégories. Nous, ce qui nous concerne, c'est la catégorie 2. Voilà, dans lequel il y a le renard, la fouine, la belette, le putois, la martre, le corbeau-freux, la corneille noire, la pie bavarde, les tourneaux sansonnets et le jet. Voilà, ce sont les 12 espèces dans lesquelles que l'on peut piéger si, dans notre arrêté, dans l'arrêté ministériel, le département de la Vendée a ces espèces. Nous, en Vendée, on monte un dossier et depuis plusieurs années, on demande le classement de 6 espèces sur les 12, parce qu'il y a des espèces comme la martre qui est peu présente en Vendée, parce qu'on est un département peu boisé. D'accord. Donc c'est une espèce qui vit dans les bois surtout, donc comme c'est peu boisé, on en a peu. Donc on ne la demande pas, on n'a pas de dégâts par rapport à cette espèce. La belette, on n'a plus de lapin. Et donc voilà, et en plus on n'a pas de données, parce que comme on la piège plus, on n'a plus de données, parce que pour pouvoir classer une espèce, il faut avoir des données. Voilà, donc nous en Vendée, on a le renard, la fouine, d'accord. Et ensuite on a le corbeau-freux, la corneille noire, la pie bavarde et les tourneaux sansonnés. Voilà les 6 espèces que l'on peut aujourd'hui piéger en Vendée quand on est piégeur agréé. C'est-à-dire comment on devient piégeur et quand on est piégeur, on n'est pas déterreur. Alors, on peut être les deux. On peut être les deux. Alors, il faut savoir que pour être piégeur, on n'a pas besoin d'être chasseur. Ah bon ? Voilà. Pas besoin de fusil ? Ah ben non. Déjà, 99%... Alors, je suis un naïf, moi. Bon, il faut savoir que 99% des piégeurs sont des chasseurs, parce que ce sont des gens de terrain qui aiment la nature et qui connaissent. Voilà.
Pour être piégeur agréé, il faut simplement un agrément de piégeur. Donc c'est une formation qui est faite à la Fédération des chasseurs. Hein. Donc la Fédération des chasseurs, au niveau ministériel, ils ont le droit de dispenser cette formation. Voilà. Et donc c'est une formation sur 2 jours. D'accord. Une formation théorique et une formation pratique. Alors, pourquoi théorique ? Parce que, il faut d'abord apprendre les espèces que l'on a le droit de piéger et les identifier. Parce qu'il ne faut pas mélanger un ragondin d'une loutre. Il ne faut pas mélanger une fouine et une martre. Beaucoup confondent une fouine et une martre. Beaucoup confondent un putois avec un vison d'Amérique. Vous voyez, l'hermine et la belette. Voilà, en fonction des... Voilà, donc tout ça, il faut apprendre à connaître les espèces. Les espèces, qu'elles soient protégées ou ésode, ou gibier. Voilà, parce que certaines sont gibier. Donc il faut apprendre à connaître tout ça. Donc c'est une formation théorique et pratique. Et donc, dans la pratique, l'association départementale a un rôle à jouer, puisqu'elle aide la fédération, elle épaule la fédération pour montrer les différents pièges avec la fédération, mais aussi présenter aux gens les tactiques. Parce que tendre un piège, c'est une chose. Bien le tendre, c'en est une autre. Voilà. Hein, donc, et là, ce que vous avez amené sur le plateau, ce sont des pièges ? Alors voilà, ce sont des pièges. Donc là, je vous ai emmené 3 catégories de pièges. Hein, la catégorie 1, la catégorie 3, le collet arrêtoire, et la catégorie 4, alors là, c'est un Belle-Île avec un piège à lacet. Ce sont la catégorie 4, donc ce sont des pièges à lacet. Aujourd'hui, il n'y a qu'une catégorie qui est un peu dangereuse, c'est la catégorie 2, qu'on n'utilise quasiment plus, parce que ce sont des pièges tuants, mais ce sont des pièges très sélectifs. D'accord. Et là, il y a une réglementation très stricte, parce qu'on n'a pas le droit de les poser le long des cours d'eau, on n'a pas le droit de les poser à moins de 50 mètres des habitations. Elles doivent être détendues tous les matins, elles n'ont pas le droit d'être tendues toute la journée. Voilà. Donc c'est vraiment très sélectif. Voilà. Aujourd'hui, les pièges qui sont vraiment utilisés, c'est les 3 catégories que je vous ai emmenées ici. La cache-piège, donc la catégorie 1, une boîte à fauve, hein, donc c'est-à-dire on lève les trappes, voilà, avec les un ressort. Voilà, les 2 trappes avec la petite trappe qu'il a sur la palette. L'animal rentre dedans. Donc là, on l'attire avec un peu de nourriture ou pas forcément ? On peut mettre une petite pomme, enfin, en fonction de l'animal qu'on veut capturer. On peut mettre un bout de saucisson, voilà. Et l'animal passe dedans, ça se ferme. Et puis, d'accord. Donc, ce n'est pas sélectif, mais comme on capture vivant, on peut relâcher. Voilà, c'est-à-dire que si dedans, malheureusement, il rentre une martre que nous on vendait, on n'a pas le droit, ou une genette. Une genette, c'est ce qu'il y en a. On lève la trappe, voilà. Ce qui est intéressant sur cette cage, ici, vous voyez, il y a une petite gaboulette. On appelle ça une gaboulette, c'est un trou de 5,5. Une petite fenêtre. Parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, dans notre région, on a un plan de réinstauration du vison d'Europe. Voilà, donc qui vient des Pyrénées à remonter jusqu'en Vendée. Et donc toute la moitié sud du département, quand on prend la ligne La Roche-sur-Yon et qu'on coupe la Vendée en 2, toute la partie sud ont obligation au printemps. Donc il y a des dates bien strictes, je ne vais pas vous les donner parce que je ne veux pas me tromper à 15 jours près. Mais il y a obligation de laisser cette petite trappe ouverte. Tout simplement parce que si on capture un bison d'Europe, qui est une espèce bien protégée, en période de reproduction, la femelle puisse ressortir du piège, voilà, pour aller nourrir ses petits. Voilà. Très bien. Donc voilà. Par contre, partie nord, on n'en a pas besoin. Et passer la période de reproduction du mois de juillet, on peut la refermer pour piéger d'autres espèces. Voilà. Très donc, bien. Le piégeage, ça se fait surtout hors période de chasse. La période de chasse, c'est entre guillemets, c'est le 3e dimanche en Vendée, 3e dimanche de septembre jusqu'au 15 janvier, voire février, fin février. Les gens piègent très peu l'hiver, parce qu'il y a de la chasse, il y a d'autres moyens de réguler les espèces. Le piégeage se fait surtout au printemps, quand le renard, c'est quand elles ont l'air petits, c'est là où les renards font le plus de dégâts. Ils vont chercher peut-être davantage de nourriture. Donc voilà. Donc les gens piègent beaucoup plus, on va dire fin février, là, ils commencent à piéger. Voilà. Mais pour piéger, il faut connaître le terrain, et on ne piège pas n'importe où. Nous n'avons pas le droit d'aller tendre des pièges chez Pierre-Paul Jacques, sans autorisation. Absolument, il nous faut l'autorisation du propriétaire, parce que c'est le propriétaire avant tout qui a le droit de destruction, ou l'agriculteur, ou l'ayant droit. Parce que le propriétaire peut très bien donner au détenteur de droit de chasse le droit de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc là, il y a un piégeur qui vient, qui fait une déclaration, et obligatoirement, cette déclaration doit être affichée en mairie et tamponnée par le tampon de la mairie. La Marianne. Voilà. On ne peut pas piéger si on ne peut pas tendre un piège
concernant les piégeurs agréés. Hein, voilà. Parce que... Et que devient le renard qui est dans la cage? Là, il est abattu, Ah mais bien sûr, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de relâcher une espèce susceptible d'occasionner des dégâts lorsqu'elle est classée. Ouais. Voilà. Toute personne qui relâche une espèce susceptible d'occasionner des dégâts peut être verbalisée. Voilà. Jérôme, est-ce que les lumas sont une espèce qu'on capture comme ça? Non. Pas forcément. Enfin, moi, je... Non, parce que j'en connais un. Par contre, j'en mange dans mon assiette de temps en temps. Parce que je pense que... Alors, voici une bonne recette, parce que quand on me fait de la sauce au luma, c'est tout de suite la chronique de Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table. Bon, l'avantage des lumas, c'est qu'ils courent moins vite que les lapins, les lièvres ou les sangliers. Voilà. Et alors donc, c'est plus facile quand même de les capturer. Hein. Bon, avec un bon pâté de sanglier, moi, ma grand-mère, elle mettait un tiers de gras, un tiers de sanglier, et puis foie de volaille, voilà. Pour faire un bon pâté, avec des épices Rabelais, avec un oignon au kilo, et puis 12 grammes de sel au kilo. Et on mangeait beaucoup de pâté de sanglier, de lapin, voilà. De Berlin. Avec ou de Castel. Voilà. Hein. Alors non. Alors revenons-en aux lumas. Alors bon, cette recette de luma, il y avait un rituel avec ma mère. Tous les ans, il y avait le repas de la Saint-Éloi, du Fenouillet. Et au repas de la Saint-Éloi, c'était rituel, ils mangeaient des lumas. Et donc, il en fallait au moins 4 ou 5 douzaines par personne. Voilà, alors tout le monde lui ramenait les lumas. Elle les mettait dans un récipient, une grande... et elle mettait du sel et du vinaigre pour les mettre à baver. Et avant, il fallait que les lumas, ils déjeunaient avec de la farine et du son pendant 4-5 jours pour qu'ils se purgent un petit peu. D'accord. De façon à ce qu'on n'ait pas la peine d'enlever la petite queue du luma, que normalement on enlève. Mais si les lumas ont bien jeûné, il n'y a même pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Je dis ça pour le détail parce que tout est une question de détail. Soyez précis, monsieur Pouvreau. Tout est une question de détail. Et alors ensuite, une fois qu'on a procédé à tout ce rituel, j'ai la fiche exacte, hein, mais je ne vais pas vous donner... vous pourrez la voir. On pourra la voir. Il n'y a pas de problème. On transmet sur le site. Voilà, vous mettez deux fétous, 2 marmites avec de l'eau. Dans la première eau, vous mettez du vinaigre. Voilà, à bouillir. Et puis, vous jetez les lumas qu'on bavait déjà pendant... c'est pas la peine de les faire baver trop longtemps. Une fois qu'ils sont ébouillantés, on les fait baver pendant 1 heure ou 2, ça suffit. Voilà. Et après, on les égoutte et on les ébouillante pendant 5 minutes. Quand l'eau bout pendant 5 minutes, on jette les lumas dans une passoire et on les met à cuire dans la deuxième cuisson où là, on a mis un bouquet garni. Avec le bouquet garni, je rappelle, c'est poireaux, thym, laurier, un peu de carotte et du persil plat qui donne du goût. Voilà. Donc, on met les lumas à cuire pendant 1h30 à peu près, 1 heure et demie. Voilà. Et avec plein d'ail. Par exemple, pour 4 personnes, moi j'ai mis 8 têtes d'ail. Les têtes entières, on enlève la première peau, on coupe la queue, la première peau pour que ça soit à peu près propre, et on met l'ail à cuire. Après, au bout d'1 heure et demie, on vérifie la cuisson. Il faut toujours vérifier en cuisine. On prend les lumas, ils sont cuits, on arrête. Et donc là, on égoutte les lumas. On fait mousser, on fait réduire une partie de la cuisson et on lie la cuisson avec un roux. 100 g de beurre, 100 g de farine et 1 litre de lait ou de cuisson de lumas. Voilà, qui a été réduite de moitié. Ça, c'est la première partie de la recette. Ensuite, l'ail qu'on a récupéré, on l'a bien écrasé. On fait mousser du beurre. Oui. Quand le beurre est bien moussé, on jette là-dedans et on la brosse. On déglace avec un petit peu de vinaigre de vin et on mélange ça avec la première partie de la sauce. De la recette. Et après, les lumas qui ont été égouttés, on les fait réchauffer dans cette sauce avec évidemment de la... crème. De la crème, bien sûr, Jean-Pierre. Voilà, et on goûte pour voir si c'est bon. Et si c'est bon, on mange ça entre avec amis. de la petite... Entre amis, avec des copains. Même. Ah ben oui. Et puis on chante. Quand tu fais de la sauce au lima. Très bien, merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà. Bon, il y a le détail, si vous voulez. On retrouve ça. Le détail exact. Avant de passer la parole à notre autre Jean-Pierre sur un petit bond dans le temps, comment on chassait hier, qui sont les piégeurs ou déterreurs ils sont combien en Vendée ? Alors,
Je ne pourrais pas vous donner un chiffre, un chiffre sur les piégeurs. Notre association regroupe 260 adhérents de moyenne, hein. Ah oui. Mais tout le monde n'adhère pas à notre association. Par contre, je sais qu'au niveau de la chasse sous terre, il y a 38 équipages aujourd'hui en Vendée qui chassent sous terre et 36 sont adhérents à notre association. D'accord. Donc c'est déjà bien. Mais comme je vous disais, être piégeur n'a pas besoin de permis de chasse. Ouais. Par contre, pour être un déterreur et chasser sous terre, envahir sous terre, il faut obligatoirement un permis de chasse, validé dans le département dans lequel vous chassez, bien sûr, mais il faut aussi un certificat de meute et de vénerie sous terre. D'accord. On ne peut pas avoir des chiens puis dire hop, je m'en vais chasser sous terre pendant la saison de chasse, mettre un chien dans un trou et puis chasser. Non, ça, on n'a pas le droit. En période de chasse, le renard, on peut, mais le mieux, c'est d'avoir quand même un certificat de meute et de vénerie sous terre, c'est-à-dire que quand vous arrivez en période de chasse, vous allez tomber sur un blaireau. Enfin, vous chassez un blaireau parce qu'on arrive tout de suite à voir si c'est des blaireaux qu'il y a dans le terrier ou si c'est des renards, parce que c'est bien différent les uns des autres. Et on peut aussi, au printemps, chasser le blaireau. Il y a des périodes complémentaires qui sont délivrées par les préfets, mais là aussi, il faut qu'elles soient justifiées. Voilà. Donc nous, en Vendée, elle est justifiée puisque nous travaillons sur l'espèce depuis plus de 25 ans. Nous avons des données scientifiques, même puisqu'on arrive à travailler, on fait des études. Donc on arrive à avoir la période complémentaire dans le département de la Vendée. Voilà. Mais je suis très très attentif à ce qui se fait et je recadre bien mes équipages quand il faut. Vous avez l'œil. J'avais une question. Le blaireau, en quoi, ou la loutre par exemple, pas la loutre, comment ça s'appelle l'autre oui, en quoi ils sont nuisibles? Alors, le blaireau n'est pas nuisible. Ah bon? Le blaireau, c'est un gibier. D'accord? Par contre, qui peut créer des problèmes. Donc, c'est une espèce qu'il faut gérer. En Vendée, il faut savoir qu'il se capture en Vendée 450 blaireaux tous les ans par le biais de la chasse sous terre. On n'en prélève que 70%. Parce qu'on est là pour gérer. Énorme, parce que moi, j'en ai jamais vu courir dans... Non, mais c'est une espèce qui sort que la nuit. Donc, c'est des espèces que l'on gère. C'est-à-dire, c'est comme toutes les espèces. Les lièvres, il y a des plans de chasse. Le chevreuil, il y a des plans de chasse. Le blaireau, il n'y a pas de plan de chasse. Mais nous, chasseurs, on se doit de gérer les populations. On n'est pas là pour tout détruire. On est là pour contenir les populations à un niveau acceptable pour le monde agricole et pour tout le monde. Voilà. Hein. Donc, par contre, on intervient régulièrement pour le blaireau, quand même sur la digue du lait. Ah oui, parce où ils sont présents. Parce que c'est dangereux pour la sécurité publique, parce qu'ils font des grosses galeries dans les digues et fragilisent les digues sur les voies de chemin de fer. Voilà. Donc il y a plein d'endroits où ils sont susceptibles de faire des dégâts. Voilà. Donc il faut faire attention quand même à l'espèce. Jean-Pierre, vous preniez la parole, vous la gardez, et vous allez nous parler, je crois, du renard. C'est votre chronique de bouche à oreille. Alors, c'est pas moi qui vais parler, je vais laisser parler l'intéressé, puisque je n'ai pas cette connaissance assez pour en parler. Donc, c'est Marius Bretomé, qui était de Venanceau, qui nous parle dans les années entre 30 et 40, avant la guerre, des souvenirs de la prise d'un renard. Eh bien, voilà. On écoute. Ah oui, les renards, oui. J'étais bien serre-mère dans les renards, parce qu'à ce moment-là, c'était l'élevage des poulets. Il y avait beaucoup de poulets. Je me souviens, un jour, il y en avait un, il était venu manger des poulets à la tente. Et mais à propos, j'avais pris baissé un lapin le matin, mais avec les mains, là. On était rendus pour les chercher, parce qu'ils les cachaient. Non, mais vous étiez rapide, vous, hein, pour attraper les lapins. Oui, puis alors il y avait ça dans l'arme, et puis bon, il y avait quel âge, 14-15 ans. Et puis en passant dans des petits choux, il y en avait un qui était là, alors hop, pof, je le prends. Mais on avait trouvé, je ne me souviens pas, on avait trouvé quand même pas mal de poulets qui étaient bons à manger, hein. Parce qu'ils ne mangeaient pas tous, ils les tuaient, puis ils les cachaient. Alors tu passais le long des buissons, d'un côté, tu voyais que c'était des feuilles qui avaient été bouchées, tu regardais, il y avait le poulet qui était là. Merci pour ce sujet, Jean-Pierre. Avec quelques photos aussi d'archives. Oui. Vous y retrouvez, là, hein. Très bien. Complètement. Oui, complètement. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait plus de lapin, comment ça se fait? Alors, le lapin, c'est une espèce emblématique en Vendée, bien sûr. Les biotopes ont changé. Le lapin, il vit dans des terriers, des garennes, très proches les uns des autres. On a cassé, malheureusement, c'est pas de la faute du monde agricole, à une époque, on a autorisé le remembrement, eh bien, on a cassé tout le biotope du lapin.
Ouais. Voilà, et la disparition du lapin, c'est un peu à cause de ça. Et puis dès lors que les populations sont en moins grande quantité, eh bien, les maladies se mettent dedans. Et moins il y a d'animaux, moins ils puissent se défendre, ils s'immunisent. Et le lapin disparaît de cette façon-là. Quoi. Voilà, c'est bien dommage pour nous. Quoi. J'imagine. Voilà, en tout cas, cet œil attentif que vous avez sur la nature, la biodiversité et la régulation de l'espèce. Je crois qu'on a bien compris le message. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu sur le plateau. On va terminer avec une fable de La Fontaine, la Grolle et le renard. Et le renard, justement, il n'y a pas mieux pour terminer. Et c'est dit par qui? Alors, c'est dans le patois du bocage, du Haut-Bocage. C'est dit par Louise Martineau, donc, qui habite au Boupère. Et c'est une remise en condition par Eugène Charrier. Eugène Charrier. Et puis c'est comme ça qu'on va se dire au revoir, puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Qui se trouvait en bas a bevu qu'était d'au formage. Il voyait sans doute puquir comme moi. Le sjizi, t'offre bem n'affaire. Depuis hier, qu'est-ce qui est mangé? Mais pour la ouer, comment vas-y faire? Y est trop haut pour l'attraper.